Bonjour, kia ora, comme on dit en Nouvelle-Zélande, et good day en Australie. Bienvenue dans le 19e épisode du podcast Voyage au bout du monde avec Antipode Travel. Je m'appelle Sandrine et j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans. Et j'ai créé ce podcast pour vous aider à préparer votre voyage en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux destinations. Aujourd'hui, mes invités ont choisi de visiter la Nouvelle-Zélande sans louer de voiture. Manon partage son périple à vélo dans l'île du Nord et Guy nous emmène dans les vignobles autour de Blenheim, puis sur le bateau postal dans les Marlborough Sounds au départ de Picton. Deux expériences bien différentes mais qui ont en commun un rythme plus lent pour vraiment s'imprégner du pays. Dans la rubrique conseils, je vous dis tout sur la traversée en ferry entre les deux îles. Comment se passe l'embarquement? Que trouve-t-on à bord? Quels conseils pour profiter au mieux de cette expérience, certainement un grand moment de votre voyage. Allez, prêt pour l'embarquement? Rendez-vous porte 19. On laisse la voiture au parking et on part découvrir l'île du Nord à vélo. Bonjour Manon. Bonjour. Alors pas de voiture pour toi, tu as décidé de visiter l'île du Nord à vélo. Ouais. D'où est venue cette idée? Alors à l'origine, mon idée c'était de traverser le pays à pied en fait, mais c'était un peu long et il y avait différentes raisons qui m'ont amené à finalement faire que la moitié à pied et l'autre moitié en vélo. Donc j'ai fait l'île du Sud à pied et après l'île du Nord en vélo. Mais tu habitais déjà en Nouvelle-Zélande? Oui, j'habitais déjà en Nouvelle-Zélande. Je fais du vélo au quotidien depuis longtemps. Je m'étais jamais imaginé faire un grand voyage comme ça, mais j'habitais à Wellington et un jour il y a un copain qui m'a dit viens on va faire un tour. Bon, je l'ai bêtement suivi puis on s'est retrouvé à faire 40 ou 50 km dans l'après-midi et en fait ça m'a pas paru difficile. Et je me suis dit en fait ça va. Je peux faire plus. Je peux faire ça plusieurs jours de suite. Et ça c'était avant que je commence ma marche et du coup c'est là que l'idée a commencé à germer de me dire si c'est trop long, si j'ai pas assez de temps pour faire tout à pied, je pourrais faire le reste en vélo. Et donc le projet s'est concrétisé puisque tu es partie donc de... Alors tu n'es pas partie de Wellington, hein? Non, je suis partie de Wellington à pied parce qu'il y avait une section quand même sur l'île du Nord que je voulais faire à pied. Au nord de Wellington, il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle les Tararua, dont j'avais entendu beaucoup de bien, il paraît que c'était très très beau et j'y étais jamais allée, donc je m'étais dit je vais quand même faire ça à pied. Et en sortant de Tararua, on arrive à une ville qui s'appelle Palmerston North, et il se trouve que, coup de pouce du destin, le vélo qu'on m'a prêté pour faire ce voyage, il fallait que je le récupère à Palmerston North. Donc c'était un peu parfait. Donc l'aventure commence vraiment à vélo à Palmerston North. Voilà, c'est ça. Et tu peux nous résumer un petit peu le parcours que tu as fait pour qu'on visualise. Alors je vous invite, chers auditeurs, à sortir votre carte ou à regarder sur Google Maps pour avoir le trajet. Ouais, donc globalement ça passe par le milieu de l'île. Donc il n'y a pas de détour par les côtes, enfin ça traverse l'île tout droit au milieu plus ou moins. Sur quel type de terrain c'était? C'est un peu tout, il y a de la route, il y a des chemins de terre, il y a ce qu'ils appellent du non scellé ici, je sais pas comment dire en français, enfin des routes, c'est pas goudronné, voilà, mais c'est pas non plus de la terre et de la caillasse. Et donc l'itinéraire que je suivais, ça s'appelle Tour Aotearoa. Tour qui vient du français, enfin qui vient de Tour de France en fait. Et ici, les grands itinéraires à vélo, ils appellent ça des tours. Même si ça ne fait pas un tour, que ça traverse. Et Aotearoa, du coup, le nom de la Nouvelle-Zélande. Et depuis Palmerston North, en montant vers le nord, on va vers Wanganui. Là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un bout de rivière. Ah oui, pas très pratique à vélo. Pas très pratique en vélo, donc il faut prendre le fameux jet boat qui est très très connu ici pour remonter un petit peu la rivière, récupérer un chemin qui s'appelle Kaifako-Ka Track. Ça, c'était sans doute le plus difficile des chemins que j'ai fait. Et après, ça remonte. On passe à l'ouest du National Park de Tongariro. Et ça continue de monter tout droit par le Timber Trail, Paeroa. Ensuite, on arrive du côté de Matamata. Matamata, bien sûr connu pour Hobbiton. Voilà. Pour les fans du Seigneur des Anneaux. Il y avait des hobbits sur les vélos? J'en ai pas vu. C'est toute une phase là depuis Matamata qui est très très plate et un peu fatigante de rien. Paysage très 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 monotone et pas du tout de relief non plus. Et après, on arrive à l'estuaire de Thames,
Et là, après... Et de là part la péninsule de Coromandel, si voilà, vous voulez c'est faire ça. un crochet. Je pense pas que À tu y sois allé. j'ai pas fait le crochet vers Coromandel, non. Je suis montée directement vers Auckland. Et donc, traversée d'Auckland, qui est pas facile non plus au final. Je pensais que ce serait plus simple. Il y a une piste cyclable qui traverse? Oui. Mais je sais pas, c'est le choc d'arriver à la grande ville. Enfin, puis la ville est grande en fait, donc j'ai l'impression que ça a duré super longtemps de passer au travers. Et après, à travers le Kaipara Harbour, donc là pareil, j'ai repris un bateau. Et après, on arrive dans le Northland, qui est la région la plus au nord du pays, et on remonte doucement jusqu'à la célèbre 90 Mile Beach, qu'on fait à vélo, qui est suffisamment, le sable est suffisamment dur sur le point à marée basse pour la faire à vélo. D'accord, oui, parce qu'il faut savoir que c'est une véritable route qui passe sur le sable, mais elle est considérée comme une route. Oui, ouais. Et par contre, on ne peut pas y aller avec les véhicules de location, hein. Je fais une petite parenthèse. Vous ne serez pas couverts si vous y allez avec cette voiture. Il y en a qui essayent et ça ne se finit pas bien. Mais par contre, à vélo, c'est possible alors. À vélo, c'est possible et c'est magique. Enfin, moi, ça a été une de mes étapes préférées de tout le périple. C'est un lieu qui est vraiment incroyable, je trouve. On arrive au phare, hein, de Cape Reinga. Et on arrive au phare, qui est le point le plus au nord de l'île, et qui a vraiment une signification importante d'un point de vue culturel et traditionnel pour les Maoris. Et je trouve que de passer vraiment sur la 90 Mile Beach, j'avais fait donc 88 km. De vraiment passer tout ce temps-là sur la plage, de la remonter entièrement en vélo, on a vraiment cette impression de bout du monde, quoi. Tu ne t'es pas arrêté tout au nord, tu es redescendu au sud. Ben voilà, parce que du coup j'ai pas commencé depuis Wellington, donc je suis repartie à mon point de départ. Et ensuite j'ai fait la dernière section. De Palmerston North à Wellington. Voilà. Très bien. Et ben c'est une belle aventure. Ça, combien de temps ça t'a pris en tout? Ça m'a pris à peu près 3 semaines. Ça peut être fait plus vite, je suis pas très rapide. Dans quel type d'hébergement tu dormais? Alors j'avais ma tente avec moi. Je l'ai pas utilisée énormément. Je dormais pas mal dans des... Alors j'ai eu de la chance que je suis arrivée en fin de saison. Et les gens avaient pitié de moi en fait. Donc quand je suis arrivée et que je disais « Je voudrais poser ma tente s'il vous plaît », ils me regardaient un peu en mode « Mais il fait froid la nuit maintenant, non ?» Et ils me laissaient dormir dans le dortoir ou à l'intérieur sans me faire payer plus cher. Sympa. Donc c'était vraiment sympa. Parce que c'était quel mois, Manon? On arrivait au mois d'avril. Ouais. Il commence à faire un peu plus frais en effet. Il commence à faire plus frais, il fait nuit tôt, donc c'était pas... J'ai apprécié. C'était sympa. Donc dans des petits bungalows, dans des dortoirs. J'ai dormi une fois dans l'estuaire de Thames, qui est un estuaire assez connu pour les oiseaux shorebird, ils disent en anglais, donc les oiseaux... Et Miranda? Oui, à Miranda, ouais. Je sais pas comment on dirait en français. Des oiseaux de... Ah, là, faudrait demander à Johan, mais il est pas là aujourd'hui. De rivage, shorebird, c'est rivage. Du bord de mer. Du bord de mer, de rivage marin, bon bref. Alors, on a besoin de moi ? Je peux vous aider peut-être ? Les shorebirds, ce sont souvent ce qu'on appelle les limicoles en français. Ce sont les bécasses, les barges, les courlis, les huîtriers, souvent des oiseaux avec des pattes assez longues. Et donc ce centre qui est là pour la promotion de l'estuaire, qui est un lieu écologique d'importance dans cette région-là, donc qui explique quelles sont les espèces d'oiseaux qui sont là, etc., et qui travaille à la conservation de l'estuaire. J'avais entendu dire qu'ils avaient aussi des dortoirs et qu'on pouvait peut-être dormir là et que ça aidait aussi à participer au financement de la conservation et tout. Donc je me disais, c'est bien, je vais essayer de faire ça. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'avaient dit non, on n'a plus de place. Bon, tant pis, je suis allée dormir au camping du coin, au Top 10. Puis le lendemain, j'ai repris le temps quand même d'aller marcher un peu dans l'estuaire. Je trouvais que c'était un endroit qui était très très beau et je sais pas, j'ai eu besoin de ralentir un peu parce qu'après après avoir passé plusieurs mois à marcher, finalement le vélo ça m'a paru très très rapide et je suis arrivée là, d'un coup je me suis dit oulala, il faut que je me pose un peu et d'arriver dans cet estuaire où c'était vraiment calme, c'était vraiment beau, je me suis dit il faut que je reste là un peu plus. Et du coup le matin après ma nuit au camping, je suis retournée au Shorebird Center, je leur ai dit bon, est-ce que cette nuit vous avez encore de la place s'il vous plaît, je suis fatiguée, je vais rester par ici. Je les ai vus un peu hésiter puis ils m'ont dit bon d'accord. Et en fait, ils avaient un groupe d'ornithologues qui restaient là
pour quelques jours qui revenaient juste d'une mission, enfin c'est des gens du dock qui revenaient juste d'une mission sur une des îles offshore. Et en fait ils étaient pas du tout complets la veille, mais c'est juste qu'ils avaient un dortoir chacun pour être tranquilles. Et donc là j'ai fait mes petits yeux de chien perdu en disant je suis fatiguée, j'ai besoin de m'arrêter. Je suis un oiseau voyageur, accueillez-moi. Et ils m'ont laissé passer une nuit et c'était génial. Je me suis retrouvée au milieu d'ornithologues. Ouais. Ah, Yoann, elle aurait adoré ça. Ah bah j'imagine, ouais. Tu as dû en faire en effet de belles rencontres pendant ce voyage. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'ont marqué? Ouais, alors on fait moins de rencontres en vélo qu'à pied finalement, parce que Ça va un peu plus vite, ouais. ça va plus vite et il y a surtout plus de disparité de distance. Enfin, c'est-à-dire que moi sur une journée je fais en moyenne 70-80 km. Il y a des gens qui vont faire 150 bornes en une journée. Donc finalement, autant en marche, on marche à différents rythmes, mais en fait on ne peut pas faire tant que ça de plus en une journée. Et du coup on va se retrouver aux huttes et à peu près aux mêmes étapes, tandis qu'en vélo on peut avoir des étapes complètement différentes. Donc j'ai rencontré moins de gens, puis c'est aussi plus rapide. Mais à la fin de mon voyage, c'était une rencontre assez rigolote où j'étais à 3 jours du Cap Reinga, et je savais pas encore comment j'allais redescendre vers Auckland, parce que autant à pied je faisais du stop, mais là avec un vélo je savais pas trop. Et je me suis retrouvée à rencontrer un groupe de cyclistes où on s'est tous retrouvés arrêtés à la forêt de Waipua, à côté de Tanemahuta, parce qu'il y a eu une averse monstrueuse qui a fait que tout le monde s'est arrêté de pédaler. Et puis en plus tout le monde s'était arrêté pour aller voir aussi Tane, le grand kauri. Et il y avait ce groupe de gens qui avaient des vélos électriques, qui avaient une remorque, et donc je me suis retrouvée à discuter avec eux. Je dis mais c'est quoi votre remorque là, c'est quoi votre équipage quoi? Et donc la remorque c'était un truc où ça se dépliait avec des panneaux solaires et tout pour qu'ils puissent mettre les vélos, recharger les batteries en milieu de journée et le soir. Et ils étaient un petit groupe de 8 personnes, plus âgés, quoi, entre 60 et 70 ans tous, et qui avaient fait le truc entier, tour à Aotearoa en entier, depuis Bluff, et qui arrivaient là ça me au Cap, conviendrait bien ça. en vélo électrique, et hyper bien organisé, quoi. J'étais hyper impressionnée. Et donc je discute, ils disent oui, on a commencé à 9, mais il y en a un qui s'est blessé au début du voyage, donc il a dû nous abandonner. Je fais ah oui, c'est dommage, hein. Puis je repars. Puis je réfléchis, je fais attendez, j'y retourne, je dis vous arrivez quand déjà à Cap Reinga? Bah dans 3 jours, je dis bah moi aussi, forcément on est au même endroit. Et du coup vous avez une personne de moins, donc il y a de la place dans votre remorque. Bien joué. Et dans votre minivan. Et ils m'ont dit bah oui, pas de problème. Et donc de fait on s'est retrouvés à Cap Reinga et ils m'ont redescendu jusqu'à Auckland. Et t'as mis un moteur électrique sur ton vélo. C'était super drôle. C'était une chouette rencontre, parce qu'ils étaient nombreux, donc plein de gens rencontrés, puis ils étaient tous, c'était nouveau pour eux, ils avaient jamais fait ça, plus âgés aussi, donc se lancer dans une aventure comme ça, quand on en a jamais fait avant, je trouvais que c'était vachement inspirant. Ouais, tous très sympa, hyper fiers de les rencontrer à la fin aussi, c'était chouette, parce que hyper fiers de ce qu'ils venaient d'accomplir, on était tous à la fin de notre voyage, on allait au resto, ils m'ont payé du vin, sorti les cigares, j'étais wow. C'est sûr, parce qu'on commence ou on termine en tout cas on termine plutôt à Bluff, hein, donc tout au sud de l'île du Sud généralement ce tour de Nouvelle-Zélande. Oui, mais ce qui est étonnant je trouve, parce que moi je trouve que ça fait beaucoup plus sens de finir au Cap. Pour la symbolique, donc je sais pas, pour expliquer rapidement, en gros c'est le lieu dans la mythologie maori où les esprits se rendent pour passer dans l'autre monde et pour retourner à la terre d'origine, la terre des ancêtres, qui s'appelle Hawaii, qui est un peu une terre mythologique, on sait pas trop ce que c'est, mais ce serait de là que viennent tous les Polynésiens. Et donc Cap Reinga, c'est là qu'ils font le leap, comme ils disent ici, donc le saut pour repartir. Et du coup c'est vraiment le bout, quoi. Le bout du chemin. Et moi c'est ça qui m'a vraiment saisi, quoi, cette impression de bout du monde et de temps un peu suspendu. Et du coup, finir là-bas, je trouve que ça fait vachement plus sens que de commencer. Donc toi, tu as eu aussi l'occasion de visiter à pied la Nouvelle-Zélande. Donc si tu avais une préférence à pied, à vélo, ou si c'est 2 expériences quand même bien différentes? C'est vraiment pas la même chose. Et je pense que je pense que ce que j'ai fait, c'était assez pertinent, en tout cas pour mes envies à moi. C'est-à-dire que l'île du Sud, ça peut se faire à vélo, hein, mais on voit beaucoup plus de choses à pied.
parce que c'est plus sauvage, il y a plus de montagnes, on rentre dans des zones où il n'y a pas de route, donc on découvre beaucoup plus la nature et l'endroit à pied, parce que tout n'est pas accessible en vélo, tandis que l'île du Nord est moins... Il y a moins de zones de forêt, il y a moins de zones de montagne, il y a plus de petites routes justement, plus de petits villages, de routes de campagne, etc. Et pour le coup, à pied, ça fait mal parce que c'est à plat, c'est sur la route, c'est sur du goudron. Et en vélo, au contraire, ça se fait super bien et on navigue sur les petites routes. Et il n'y a pas vraiment de zone, à part les Tararua, où on peut pas aller en vélo. Du coup, les deux sont super et je trouve que ça dépend vraiment du terrain, de ce qu'on a envie d'explorer. En tout cas, si vous avez envie de passer du temps en Nouvelle-Zélande, eh bien, privilégiez la marche ou le vélo pour découvrir le pays. Je crois qu'il n'y a pas photo sur ça. Hein. Ouais, moi je trouve, ouais. Merci beaucoup Manon d'avoir partagé ton expérience sur ce tour à vélo. Avec plaisir. Quelle sera la prochaine destination ? Bonne question. Parce qu'on peut t'envoyer en Australie aussi si tu veux. Oui, en Australie, il y a beaucoup de zones désertiques. J'aimerais bien en Europe un peu, moi. La Turquie ou l'Espagne. Mes deux prochaines idées. Eh bien, bonne continuation dans tes pérégrinations cyclistes, Manon. Merci. Mon deuxième invité, Guy, a réservé son séjour dans l'île du Sud avec notre agence. Il venait rendre visite à sa famille et il ne voulait pas conduire. On lui a préparé un voyage sur mesure avec plusieurs excursions organisées. Et à Picton, il a embarqué à bord du bateau postal qui livre le courrier dans les Marlborough Sound. Une expérience unique et très originale. Eh bien, bonjour Guy. Bonjour Sandrine. Merci d'être passé comme ça à notre bureau de Dunedin. Vous êtes en vacances ici dans la région. Oui, alors malheureusement notre séjour prend fin bientôt, mais nous avons découvert la Nouvelle-Zélande durant 2 mois. Je crois que vous aviez une raison de venir par ici. Oui, tout à fait. On peut la connaître. Nous avons notre fille qui vit ici depuis 7 ans maintenant, et donc on voulait voir dans quelles conditions ils vivaient pour s'imaginer, parce qu'ils viennent souvent en France, mais pour avoir un peu l'ambiance dans laquelle ils étaient, voir leur maison. Et c'était la première fois en Nouvelle-Zélande alors. C'était la première fois. Ouais, et donc à Dunedin. Et donc à Dunedin pour démarrer et puis pour terminer. Et puis vous vouliez un petit peu profiter de visiter le pays, donc c'est comme ça qu'on est amené à avoir organisé quelques jours, en tout cas dans le nord de l'île du Sud, dans la région de Picton. Tout à fait. Alors votre première impression déjà de Picton, donc ce petit village, petite ville on va dire, qui accueille les ferries pour rejoindre l'île du Nord. Oui, Picton est très agréable à vivre, on a passé un excellent moment. C'est une zone qui est très peaceful comme ils disent. On a l'impression tranquille, les gens sont allongés sur les pelouses un peu comme il y a une grande esplanade c'est ça, au bord de l'eau. C'est très très beau. Et puis nous avons eu la chance de faire une marche avec une vue superbe sur le port qui se trouve au-dessus de l'hôtel. Parce qu'il faut dire donc que vous n'aviez pas de moyens de locomotion, on avait organisé que ce soit bus ou le train, et donc vous n'aviez pas de quoi vous déplacer, mais à pied ça se visite très bien. Ça se visite très bien, c'est pas très grand, y a aucun souci. Et puis de voyager par bus, ça permet aussi d'être avec les gens du coin ou les gens qui visitent, donc c'est pas négligeable non plus d'avoir des contacts avec les gens comme ça en dehors de la famille. Bien sûr. Et l'anglais alors ? L'anglais va mieux, surtout la compréhension. Apparemment, ils nous comprennent, donc ça va. Mais c'est surtout quand ça parle normalement un peu vite. Il est nécessaire des fois de demander aux gens, mais ils le font. De répéter un petit peu. De répéter un peu plus lentement. Donc depuis Picton, vous nous aviez concocté deux excursions. La première consistait à prendre le bateau à Picton, pas très loin de l'hôtel, c'est très confortable. Et nous sommes allés donc avec le bateau poste, donc délivrer le courrier dans les différentes dans les Marlborough Sounds. Dans les Marlborough Sounds. Ça c'est une excursion assez originale, c'est avec Beachcomber et donc un bateau qui va livrer le courrier dans tous les on va même pas dire des villages parce qu'il y a rien dans les fjords, mais dans les maisons en fait. Dans les maisons. Donc une personne attend en général sur l'appontage avec donc son sac de courrier et puis le pilote donc donne le sac qu'il a emmené du courrier et il récupère le courrier envoyé.
lors d'une livraison, il avait même emmené des gâteaux qu'il s'est permis de donner aux chiens de la personne qui venait amener le courrier et récupérer le sac. D'accord, Voilà. donc c'était pas seulement du courrier, c'était aussi les croquettes. Les croquettes. Voilà la petite anecdote. Non, c'était très sympa. On a fait le dernier tour l'après-midi. Combien d'arrêts à peu près vous avez fait? Oh, je dirais, on a fait 5 arrêts. Il y en a un qui était sur le plan, mais qui n'a pas été fait parce que il devait pas y avoir de courrier, je suppose. Et le dernier arrêt qu'on a fait, on a récupéré des gens parce qu'on est parti. Le bateau était à peu près à moitié plein. Et on bateau est revenu, confortable? Très confortable. Oui, parce que quand on est au milieu on va dire du chenal, il y a quand même du vent, hein, mais très confortable. Et donc nous sommes revenus et le bateau était plein parce qu'il y avait des gens qui étaient partis passer la journée pour faire une marche. C'est sur le Queen Charlotte Track. Ça, voilà, c'est une randonnée qui est connue et c'est vrai qu'on peut prendre ce bateau aussi et se faire déposer à un endroit du parc national, marcher et se faire récupérer à un autre endroit. Donc, c'est en effet le même bateau. C'est une autre possibilité. Et donc, on a récupéré les gens qui avaient marché toute la journée et le bateau, quand on est revenu, il était complètement plein. Voilà. Et donc, vous avez dû voir des endroits où les touristes ne vont pas, dans ces Marlborough Sounds. Alors, on a l'impression qu'on arrive dans la nature, qu'il n'y a rien, et puis finalement, on découvre des maisons, certainement des résidences secondaires pour beaucoup, mais des très belles maisons. Ce qu'on appelle les batchs en Nouvelle-Zélande. Ah oui. Oui. Notamment, il y avait une dame un peu âgée qui ramenait une amie, et elle était avec son petit tracteur et puis sa caisse derrière. Très néo-zélandais, quoi. Ouais, c'était très très beau à voir. Ah oui, il a pas fait que livrer le courrier, le pilote. Il livrait aussi une scie circulaire, un gros carton. Oui, c'est une très belle excursion. Une belle excursion. Ouais. Une incursion dans la vie des Néo-Zélandais dans un décor extraordinaire. Ah, dans un décor, je vous en parle pas. Ah si, dites à nos auditeurs, parce que vous allez leur donner envie d'y aller. Ah bah oui, parce que on est entre la nature, la mer, ces bras de mer qui rentrent dans les forêts. C'est vraiment beau à voir. Vous avez fait une autre excursion, alors là on change d'environnement puisqu'on va dans les vignobles cette fois. Ah oui. Donc c'était une excursion avec la compagnie The Original Marlborough Wine Tours qui fait des départs depuis Blenheim mais aussi depuis Picton, ce qui était bien pratique pour vous puisque vous n'aviez pas de véhicule. Tout à fait. Et donc c'est une excursion à la journée pour faire plusieurs dégustations. Voilà. Donc nous avons eu la chance le chauffeur est venu nous chercher au pied de l'hôtel. Et puis nous sommes partis, nous avons récupéré un Hongkongais avec lequel nous sommes allés jusqu'à Blenheim pour récupérer un couple d'Américains. Donc c'était déjà ça. C'était nouveau pour nous et puis bon, on était obligé de parler en anglais. Mais on avait un guide super intéressant qui s'est bien mis au goût du jour à notre mauvais anglais. Surtout il a parlé plus lentement. Plus lentement. Il a fait l'effort de parler lentement il s'est vraiment mis à notre portée. Et on a passé une très belle journée puisque nous avons même mangé à midi et très bien mangé chez Forest où c'était un vigneron chez lequel on s'est arrêté et ils nous ont concocté un très très bon repas. On va dire un peu à la française. Ça devait être bon alors. Ah, c'était très bon. Ouais. Et donc vous avez fait combien de visites de vignobles? Alors nous avons fait 5 visites de vignobles dans la journée. Ce qui est très agréable, c'est que il y en a pour toutes les bourses, on va dire, parce qu'il y a tous les prix. Avec du très bon vin, surtout le pinot noir pour les rouges, et puis dans les blancs, on est même reparti avec du Gewürz qui était fantastique, certainement dû au fait du terroir, hein, pour donner un goût pareil au vin, qu'on a dégusté d'ailleurs en famille après. Vous avez rapporté quelques petites bouteilles. Quelques petites bouteilles, voilà. Et on a terminé, alors il s'excusait presque le guide de nous faire terminer par un tout petit vigneron, parce que il y en a, c'est vraiment des entreprises, on voit, qui traitent des grandes surfaces, avec beaucoup de monde. Et là, on a fini par un tout petit vigneron, un peu comme on a l'habitude de vivre en France, quand on va visiter des vignobles où on prend rendez-vous chez le vigneron, et on s'est retrouvé presque comme en France. Avec, en plus, ils faisaient du très bon vin, et ils préparaient la vendange qui allait commencer le lendemain.
Donc oui, parce que là, cette interview, elle a lieu en mars, hein, voilà. et donc les vendanges vont bientôt commencer. Voilà. On peut peut-être donner le nom de ce petit vignoble que vous avez particulièrement aimé? Ah oui, alors c'était très sympathique. C'était donc en revenant de Blenheim, presque à Picton, sur la droite de la route. Et ce vigneron s'appelle Johannes Hoff. Je sais pas comment on le prononce. Je le prononcerai à l'allemand, mais bon. Je vous suis dans la prononciation. Mais justement, c'était aussi une question que j'avais comparée. J'imagine que vous avez des expériences en France de dégustation. Quel a été votre sentiment quelle est un petit peu la différence avec les visites qu'on peut faire en France de vignobles? Parce qu'évidemment, l'industrie ici du vin est beaucoup plus moderne. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'ils appellent les vigneries, wineries. Oui. C'est des entreprises immenses. Quand on voit les cuves, on s'aperçoit qu'ils ont des grandes surfaces, certainement pour remplir ces cuves. Et ce dernier petit vigneron ressemblait vraiment à un vigneron français, puisqu'on a pu discuter directement des vignes, puisque c'était une petite exploitation, une petite surface, voilà. Et notre guide s'en est presque excusé au départ de nous dire je tiens à vous emmener dans une petite chez un petit vigneron, mais bon, vous me direz après ce que vous en pensez. Et nous, on s'est tout à fait retrouvés. Et les Américains et l'autre personne aussi? Alors les Américains, ils étaient partis entre-temps, parce que comme ils étaient sur Blenheim et puis que nous on rentrait sur Picton, on s'est retrouvés juste avec personne de Hong Kong, Angus, oui, qui était hongkongais, avec qui on a passé un bon moment également. D'accord. Donc à recommander alors cette excursion. Ah tout à fait. Ah oui, tout à fait. Ça c'est avec du très bon vin. Nous avons goûté à tous les prix, donc c'est abordable pour chaque bourse. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. De rien. C'était avec plaisir. Quand je travaillais à l'Office du tourisme d'Auckland, à mon arrivée en Nouvelle-Zélande, il y a bien longtemps, une Québécoise m'avait demandé s'il fallait payer pour prendre le pont entre les deux îles. J'ai eu un moment d'hésitation. Est-ce que j'avais vraiment bien compris ce qu'elle me demandait? De quel pont elle parlait? Ah non, ça devait être son accent, je ne sais pas, mais bien sûr, il n'y a pas de pont entre les deux îles. Entre Wellington et Picton, pour traverser le détroit de Cook, il y a environ 90 km à vol d'oiseau. Et la traversée se fait uniquement en avion ou en ferry. La plupart des voyageurs choisissent de traverser entre Wellington et Picton en ferry. Alors la traversée dure environ 3h30 et il y a 2 compagnies seulement qui proposent ces traversées, Inter-Islander et Blue Bridge. Ce sont tous les 2 des bateaux très confortables qui font entre 130 et 200 mètres de long à peu près, l'équivalent de 2 terrains de foot. Bon, on est en période de Coupe du Monde, alors je fais des comparaisons qui doivent vous parler, chers auditeurs. Alors sur ces bateaux, il y a plusieurs ponts, ils peuvent accueillir des centaines de passagers et des dizaines de voitures, de camping-cars, de bus et de camions. Donc on est vraiment sur un grand navire, c'est pas juste une petite navette. Pour vous donner une idée de tarif pour cette traversée, il faut compter entre 80 et 100 $ néo-zélandais pour un adulte, environ 50 $ pour un enfant. Une voiture, ça peut aller autour de 200, 250 $, et un camping-car entre 300 et 400 $ selon la taille, selon la période. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux s'y prendre tôt pour le tarif, mais aussi pour les disponibilités. Comment se passe l'embarquement? C'est très facile. Tout d'abord, il faut vous y prendre à l'avance. Alors, si vous partez depuis Wellington, il faut savoir que le terminal d'Inter-Islander est un petit peu plus loin du centre-ville que celui de Blue Bridge. Mais dans tous les cas, il faut s'y prendre à l'avance, au plus tard 1 heure avant le départ. Vous verrez que sur vos documents de voyage, il est indiqué clairement le check-in time. Il faut bien respecter ça parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Quand vous arrivez au terminal, vous allez être dirigé pour parquer votre voiture. Vous laissez tous vos bagages dans le véhicule. Vous pouvez prendre un petit sac avec tout ce dont vous aurez besoin pendant la traversée. En tout cas, je vous rassure, c'est très bien organisé. Une fois sur le bateau, vous avez plusieurs salons, vous avez café, restaurant, boutique, il y a le Wi-Fi. Alors, il n'est pas toujours performant, ça dépend un petit peu le moment de la traversée, mais vous avez accès au Wi-Fi gratuitement. Vous avez peur d'avoir le mal de mer ? Alors c'est vrai que ça peut arriver, il peut y avoir parfois des traversées un petit peu mouvementées, mais les bateaux sont quand même très confortables.
Si vous avez la chance d'entendre un concert pendant votre traversée, ce n'est peut-être pas un hasard. Depuis plusieurs années, la compagnie Inter-Highlander invite des groupes néo-zélandais à voyager gratuitement en échange d'un concert à bord dans le cadre d'un programme qui s'appelle Bands on Board. Et ça, c'est une belle façon de découvrir des artistes locaux tout en traversant le détroit de Cook. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes musicien, vous pouvez tenter votre chance. Pour l'info vérité de cet épisode, je dois quand même vous dire qu'il arrive de temps en temps que les ferries soient annulés, souvent pour cause de mauvais temps ou pour un problème mécanique. Donc sachez que ça peut arriver et dans ce cas-là, c'est vrai que ça perturbe pas mal tout le trafic, que ce soit des visiteurs ou des marchandises. La compagnie Inter-Highlander a un ferry en moins en ce moment et elle attend un nouveau ferry mais uniquement en 2029. Donc en attendant, il y a moins de traversées et c'est pour ça que c'est vraiment important de réserver à l'avance. Même si vous voyagez en camping-car, vaut mieux déjà définir une date de traversée selon votre programme, quitte à la changer après et ça, on peut le faire. Et quand une traversée est annulée, eh bien, les passagers sont reportés sur un autre horaire et c'est là où il peut y avoir des complications si les ferries sont déjà pleins. Mais je vous rassure, on trouvera des solutions. On va réserver sur l'autre compagnie de bateaux. On va modifier un peu votre itinéraire si besoin. On va vous faire prendre un avion si vraiment. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et c'est là l'intérêt de passer par une agence locale. On peut modifier tout ça. On est là pour vous 24 heures sur 24. Alors cette traversée, comme je vous le disais, c'est vraiment un grand moment de votre voyage. Quand on part de Wellington, on quitte cette grande ville, la capitale. On va passer par un détroit et on croit qu'on est arrivé, mais en fait on va dans les sounds, donc dans les fjords. On aura une vue sur les collines qui sont couvertes de forêts. Il y a des petites criques, il y a des maisons isolées. On peut voir des dauphins. Et ensuite on arrive dans le petit port de Picton. Bienvenue sur l'île de Jade, Te Waipunamu. Cet épisode se termine. Merci beaucoup d'avoir voyagé en ma compagnie. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode dans les notes. Et si vous voulez profiter de mon expertise et celle de Maude, Charlène, Camille, Solène, Pierre, Yann et Johan pour organiser votre séjour en Nouvelle-Zélande ou en Australie, rendez-vous sur notre site antipode-travel.com. Ce podcast vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Et laissez-moi des étoiles ou un commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.